Un père milliardaire voit une serveuse noire laisser son fils handicapé diriger un pas de danse et sa vie bascule à jamais. Le silence qui s'abattit sur l'écrin de verre, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, était si lourd qu'il semblait suspendre le temps lui-même. Les conversations s'interrompirent, les couverts se figèrent en plein vol. Tous les regards se tournèrent vers le petit espace entre les tables. Gabriel Lemay, 10 ans, tremblait de tout son corps. Ses jambes, enfermées dans des attelles métalliques, vacillaient alors qu'il tendait la main vers Sarah Diallo, la seule serveuse noire du restaurant. Le piano venait à peine de commencer une mélodie douce, et l'envie irrépressible du garçon d'inviter quelqu'un à danser surgit sans prévenir. « Monsieur, contrôlez votre fils. » La voix sèche de Monsieur Rivière déchira le silence. « Ce n'est pas une salle de bal. Nos employés ne sont pas là pour divertir les clients. Si ce récit vous touche, aimez cette vidéo, partagez-la et surtout dites-nous ce que vous auriez fait. Votre voix compte. Et maintenant, entrons ensemble dans cette histoire. » Dans le très chic restaurant L'Écrin de Verre, niché au cœur de Manhattan, l'élite dîne sous les lustres en cristal, loin des douleurs ordinaires du monde. Ce soir-là, pour la première fois depuis 2 ans, Arthur Lemay, magnat de la finance, avait osé sortir son fils, Gabriel, 10 ans, victime d'un accident qui l'a laissé partiellement paralysé. Il voulait peut-être prétendre que la vie pouvait redevenir normale. Construction progressive du conflit, mais le naturel revient vite. Lorsque Gabriel, les jambes prisonnières d'attelles métalliques, s'est levé lentement et a tendu la main vers Sarah Diallo, la seule serveuse noire du restaurant, personne n'a compris. Pas même son père. La musique du piano glissait doucement dans l'air, et sans réfléchir, Gabriel voulait danser. Juste danser. « Monsieur, veuillez reprendre le contrôle de votre enfant », lança sèchement le directeur, Monsieur Rivière. Ce n'est pas un cabaret. Scène choc. Arthur se leva, le visage tendu, la voix basse mais tranchante. « Gabriel, assieds-toi. Maintenant. » Mais Sarah ne bougea pas. 5 ans qu'elle travaillait ici en silence, toujours discrète, invisible. Et ce soir, ce petit garçon la regardait, qu'elle déposa son tablier, doucement. « Mon service est terminé. » Et contre toute attente, elle sourit à Gabriel. « Je ne peux pas danser avec un tablier. » Elle lui prit la main. Un silence glacé tomba sur la salle. Gabriel fit un pas, puis un autre. Les attelles grinçaient sur le sol brillant, mais Sarah ne le corrigea pas. Elle s'adapta à lui. Elle le laissa mener. « Elle sera virée demain », souffla une cliente. Mais dans les yeux de Gabriel, quelque chose changeait. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas guidé. Il menait. Arthur était pétrifié. Ce n'était pas l'humiliation qui le paralysait, c'était une mémoire, celle de son épouse défunte, dansant autrefois avec Gabriel dans leur salon. « Ce n'est pas la perfection qui compte, » disait-elle, « c'est la connexion. » Fin sur un moment fort ou un changement décisif. Quand Sarah ramena Gabriel à sa table, elle s'inclina comme une reine. « Merci de m'avoir invitée à danser. Ce fut un honneur. » Et alors qu'elle s'éloignait, Arthur se leva brusquement. « Attendez, votre nom ?» « Sarah Diallo. » Il sortit une carte de visite. « Demain, 10 heures, mon bureau. » Le monde sembla retenir son souffle. Sarah prit la carte. Sa main tremblait. Un ouragan silencieux venait de naître. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. La lumière du matin découpait des éclats dorés sur les parois de marbre de la Lemay Tower. Sarah Diallo, dans sa jupe bleu marine et son chemisier blanc soigneusement repassé, se tenait devant la réception. Son sac usé coincé entre ses mains, elle respirait calmement. « Sarah Diallo, j'ai rendez-vous avec Monsieur Lemay. » La réceptionniste haussa un sourcil avant de composer un numéro. 18e étage. « Mademoiselle Renaud va vous recevoir. » L'ascenseur semblait interminable. Mais ce n'était pas la peur qui agitait Sarah. C'était la certitude qu'elle avait déjà survécu à bien pire. Mademoiselle Renaud, la quarantaine stricte, lunettes carrées et regard de juge, l'attendait dans un couloir de verre. « Monsieur Lemay est en conférence. Suivez-moi. » Les regards se tournaient sur leur passage. Une femme noire dans les bureaux les plus puissants de Manhattan. Assez rare pour attiser les murmures. Dans la salle d'attente, Mel Renaud la jaugea. « Il vous a fait virer, pas vrai? »
Sarah ne répondit pas. Ça arrive, ces gens-là appellent et des femmes comme vous disparaissent. Sarah pencha légèrement la tête. Des femmes comme moi? Des employés qui oublient leur place. Et selon vous, elle est où, ma place? Avant que la tension ne monte davantage, le téléphone sonna. Il va vous recevoir. Le bureau d'Arthur Lemay dominait Manhattan. C'était un trône suspendu au-dessus du monde. Il se tenait près des vitres, le regard perdu dans l'horizon de verre et d'acier. Monsieur Lemay. Il se retourna. Son visage, d'habitude si impassible, laissa filtrer une trace de trouble. Mademoiselle Diallo, asseyez-vous. Un long silence suivit, du genre que les puissants utilisent pour faire parler les autres. Mais Sarah ne tombait pas dans ce piège. Vous avez fait des études? Licence en développement de l'enfant, NYU, master en éducation spécialisée, interrompu. Un éclair de surprise traversa les traits d'Arthur. Et vous êtes serveuse? 3 emplois, en réalité. Restaurant, librairie le week-end et cours particuliers quand je peux. Il ouvrit un dossier. J'ai enquêté sur vous, je voulais savoir qui était la femme qui a dansé avec mon fils. Il lui montra des photos. Un centre communautaire aux murs colorés. Pas à pas libre, cofondé avec votre sœur Zoé. Un programme de danse pour enfants à mobilité réduite. Sarah se redressa. Bientôt en faillite, faute de financement. Je ne vous ai pas invité ici pour faire la charité. Je n'ai pas accepté pour en recevoir. Arthur se leva brusquement, mal à l'aise. Je veux que vous travailliez pour moi. Comme serveuse privée? Comme accompagnatrice thérapeutique pour Gabriel. Il marqua une pause. Il avait du mal à dire le nom de son propre fils. J'ai les meilleurs médecins, spécialistes, kinés. Mais ce que vous avez fait, ce n'était pas un traitement. C'était une danse, monsieur Lemay. C'est tout. C'était le premier sourire que j'ai vu sur son visage depuis 2 ans. Il la regardait comme on regarde une réponse trop simple à une question trop compliquée. Je peux vous offrir 5 fois votre salaire actuel. Sarah se leva calmement. Non. Arthur écarquilla les yeux. Vous refusez? Je ne travaille pas pour ceux qui voient d'abord ma couleur ou ma condition sociale avant de voir ma compétence. Et surtout pas pour ceux qui croient qu'on peut acheter une réparation émotionnelle. Il rougit. Vous refusez une opportunité de changer votre vie par orgueil, par dignité. Et pour Gabriel, il mérite quelqu'un qui choisit de l'accompagner, pas une employée achetée pour faire semblant. Avant de partir, elle déposa une carte sur la table. Pas à pas libre. Cours les mardis et jeudis à 16h. S'il veut venir, le premier cours est gratuit. Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Dans le couloir, Mel Renaud, qui avait tout entendu, la fixa bouche bée. « Vous êtes folle? Vous venez de dire non à Arthur Lemay. » Sarah sourit. « Peut-être, mais je préfère être folle que domestiquée. » Le mercredi suivant, Sarah était à l'accueil du centre Pas à Pas libre, en train de trier des formulaires d'inscription, quand sa sœur Zoé surgit, haletante, le foulard légèrement de travers sur ses cheveux. « Il y a une Bentley garée dehors, souffla-t-elle. Et tu ne vas pas croire qui est à l'intérieur. » Sarah se leva lentement, s'approcha de la fenêtre. La voiture, noire et brillante, semblait presque absurde au milieu des façades défraîchies du Bronx. À l'arrière, un visage collé à la vitre, Gabriel, et sur le siège conducteur, Arthur Lemay, immobile, les mains sur le volant comme figé par une guerre intérieure. « Il ne descendra pas, » murmura Zoé. « Les hommes comme lui ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. » Sarah ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur Gabriel. Ne sous-estime jamais la force d'un fils déterminé. Et effectivement, après quelques secondes d'attente, la portière arrière s'ouvrit. Gabriel descendit, maladroitement, ajustant ses attelles. Puis, à la stupéfaction générale, Arthur sortit lui aussi. Veste en coton, col roulé sobre. Un effort évident pour paraître plus accessible, mais la richesse restait ancrée dans chacun de ses gestes. « Je te l'avais dit », murmura Sarah, comme pour elle-même. Quand ils franchirent les portes du centre, l'ambiance changea. Loin des planchers cirés du monde d'Arthur, ici, les murs étaient recouverts de dessins d'enfants, de slogans peints à la main. Ton rythme, tes règles, où chaque mouvement compte. Gabriel, bouche bée, regardait les enfants autour de lui. Une fillette en fauteuil tournait sur elle-même, un garçon avec une prothèse imitait des pas de hip-hop. C'était vivant. Chaotique.
et plein d'espoir. Arthur, lui, fronça les sourcils. C'est désorganisé. Sarah l'accueillit avec un sourire poli. C'est structuré, juste pas selon votre logique. Elle se tourna vers Gabriel. Tu veux essayer? Le garçon hocha la tête timidement, mais regarda son père, incertain. Arthur croisa son regard, lutta quelques secondes avec lui-même, puis céda. Vas-y, je suis là. Sarah l'intégra doucement au groupe. Pendant ce temps, Zoé s'approcha d'Arthur et lui tendit une chaise. Le premier jour, c'est toujours le plus dur. Pour les enfants? Non, pour les parents. Arthur observa en silence. Ce n'est pas de la rééducation, ce n'est pas médical. Non, c'est de la liberté, ce que vos experts ne savent pas offrir. À ce moment précis, une femme entra, appuyée sur une canne sculptée, son regard vif malgré l'âge. Dr. Élise Marchand, souffla Zoé à l'oreille d'Arthur. Neurologue, ex-Harvard, une légende. La chercheuse se dirigea vers lui. Monsieur Lemay, vous m'avez refusé 3 fois le financement de ce projet. Ironique de vous voir ici. Je ne savais pas que vous étiez impliqué. Je supervise les recherches. Nous étudions comment la liberté de mouvement stimule la plasticité cérébrale. Arthur fronça les sourcils. Ce n'est qu'un cours de danse. Non, c'est un laboratoire vivant. Sarah revint près d'eux. Gabriel s'adapte déjà, il imite un garçon plus âgé. Sans consigne, sans correction. Arthur se tourna vers elle. Pourquoi continuez-vous à être serveuse si vous dirigez un programme aussi ambitieux? Parce que votre fondation a refusé notre projet. 3 fois. Il la fixa intensément. Vous saviez qui j'étais, dès le restaurant? Dès que vous avez franchi la porte. Et quand Gabriel s'est levé, j'ai compris que je n'aurais peut-être qu'une seule chance, de vous montrer ce que les mots ne suffisent plus à dire. Il serait dit. C'était un coup monté? Absolument pas. Gabriel a choisi de se lever. J'ai choisi de le suivre. C'est tout. Soudain, des flashs éclatèrent. Des journalistes venaient d'entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre plan B. Zoé lui tendit un article fraîchement publié. Une nouvelle méthodologie révolutionnaire en réhabilitation infantile voit le jour dans le Bronx. Vous vous servez de mon fils comme argument médiatique? On s'en sert comme preuve. Vous ne nous avez pas écoutés. Mais peut-être que le monde, lui, le fera. Sarah l'entraîna dans une salle annexe. Au mur, des photos d'enfants, leurs prénoms, leurs progrès, et un grand cadre vide. « Celui-là » demanda Arthur. « Notre avenir. Ce qu'on pourrait faire avec des moyens, 500 enfants par an au lieu de 50. » Juste à cet instant, Zoé accourut. C'est Gabriel. Il revint en salle principale. Le silence s'était installé. Gabriel, au centre du cercle, venait de retirer l'une de ses attelles. Il tremblait, concentré, et fit un pas, seul. Fragile, maladroit, mais libre. Les enfants applaudissaient, les flashs crépitaient, et dans les yeux d'Arthur, des larmes brillaient. « Voilà pourquoi Pas à pas libre existe, » souffla Sarah. « Pas pour des pas parfaits, pour des premiers pas, seul. » Arthur Lemay n'avait jamais été pris au dépourvu dans sa vie. Pas une seule fois. Il avait bâti son empire sur le contrôle absolu. Et pourtant, ce jour-là, face à son fils, il se sentit tout petit. « Ce moment aurait pu exister sans tout ce théâtre, » murmura-t-il à Sarah. « Il aurait pu, » répondit-elle doucement. « Si vous aviez écouté, si vous aviez lu nos dossiers, si vous aviez répondu à nos appels. » Autour d'eux, les journalistes commençaient à s'agiter, les caméras pointaient, le murmure montait. Le grand Arthur Lemay, pris dans une initiative communautaire du Bronx, le même qui, 3 fois, avait refusé son soutien à cette méthodologie révolutionnaire. Un journaliste s'approcha. « Monsieur Lemay, un commentaire? Est-ce vrai que votre fondation a rejeté ce programme à 3 reprises? » Arthur regarda Gabriel. Le petit garçon, rayonnant, venait de serrer la main d'une fillette avec une prothèse, l'aidant à marcher. Puis, lentement, il se tourna vers le journaliste. « Vous savez ce qu'il y a de plus difficile quand on est à ma place? » Un silence étonné s'installa dans la pièce. « Reconnaître qu'on s'est trompé. » Les flashs crépitèrent comme une tempête. La Fondation Lemay s'engage à financer Pas à pas libre pour les 5 prochaines années et à bâtir un centre de rééducation complet basé sur cette méthode. À une condition, ajouta-t-il en regardant Sarah. Elle se redressa sur ses gardes. Que Mademoiselle Diallo conserve une autonomie totale sur son programme, sans ingérence. Un murmure d'approbation parcourut la salle.
Zoé écarquilla les yeux, bouche bée. Sarah, elle, resta impassible. Mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. 3 mois plus tard, les pelleteuses entraient en action sur un terrain vague autrefois abandonné. Là où d'anciens conteneurs rouillés jonchaient le sol, les fondations du futur centre, pas à pas libre, prenaient forme. Sarah suivait chaque étape du chantier, mais elle n'était plus seule. Gabriel passait souvent, curieux, posant des questions aux ouvriers. Parfois, il venait avec d'autres enfants du programme. Et à la grande surprise de tous, Arthur aussi faisait des apparitions régulières. Silencieux, observateur, moins dans le contrôle, davantage dans la présence. « Je n'aurais jamais cru vous voir en réunion de comité », plaisanta Sarah un après-midi. « Et moi, je n'aurais jamais cru devoir étudier la neuroplasticité à 50 ans, » répondit Arthur, les yeux fatigués mais déterminés, penché sur un article scientifique couvert de post-it. Elle le fixa un instant, intriguée. « C'est une forme de pénitence publique, ou vous y croyez vraiment ?» Il haussa les épaules. « Gabriel a demandé à retirer sa 2e attelle la semaine dernière. »« Je sais, il me l'a dit. » Il soupira. Son kiné disait que ce serait impossible avant 2 ans. « Vous avez viré ce kiné. »« Parce que vous m'avez dit qu'il avait tort. Et vous aviez raison. » Un silence doux s'installa. « Pourquoi vous n'avez jamais présenté d'excuses ?» demanda Sarah, presque sans le vouloir. « Parce que je ne sais pas comment. Je me suis excusée à ma façon, en finançant, en changeant des politiques. Ce n'est pas une excuse, c'est une réparation. » Arthur acquiesça, lentement. Encore une leçon. Le jour de l'inauguration, 6 mois plus tard, l'atmosphère n'avait plus rien à voir avec celle du restaurant feutré d'autrefois. Des dizaines d'enfants, chacun avec ses défis, remplissaient les nouvelles salles lumineuses. Au centre du hall principal, Gabriel ouvrait la cérémonie. Désormais, il ne portait plus qu'une attelle fine à la jambe gauche. Il menait un petit groupe d'enfants dans une chorégraphie simple, joyeuse, pleine de liberté. Ses mouvements n'étaient pas parfaits, mais ils étaient confiants, et c'était tout ce qui comptait. Arthur, resté en retrait, observait sans intervenir. « Il n'a plus besoin que vous le portiez ?» glissa Sarah à côté de lui. « Non, » admit Arthur, « mais il a encore besoin que je sois là, présent. C'est toute la différence. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Merci. »« De quoi ?»« De m'avoir appris à suivre. » Un journaliste les approcha. « Monsieur Lemay, comment décririez-vous ce moment ?» Arthur regarda Gabriel, qui aidait une petite fille à retrouver son équilibre. Fierté, pas pour ce qu'il a surmonté, mais pour ce qu'il a construit autour de lui. Et quelle leçon tirez-vous de ce parcours? Arthur Lemay, l'homme qu'on surnommait autrefois le glacier de Wall Street, regarda droit dans l'objectif. Qu'un vrai leader n'est pas celui qui montre la voie, c'est celui qui sait reconnaître quand il est temps de laisser les autres la tracer. 1 an plus tard, Pas à pas libre avait essaimé dans 3 nouvelles villes. Des centaines d'enfants à travers le pays exploraient, à leur rythme, une nouvelle façon de se mouvoir et de se sentir enfin vus, entendus, libres. Sarah Diallo, désormais directrice du programme national, venait de recevoir le prestigieux prix de l'innovation en rééducation pédiatrique. Mais ce qui comptait le plus pour elle n'était pas les trophées, c'étaient les sourires, les premiers pas, les regards pleins de lumière. Et Gabriel, il marchait, parfois avec une canne les mauvais jours, parfois sans rien du tout. Il avait intégré une école classique, faisait partie du comité des élèves et surtout, il parlait. Il racontait son histoire avec des mots simples mais un courage immense. Il était devenu le visage de l'espoir, un jeune ambassadeur du programme. Non pas comme le fils d'un milliardaire, mais comme le garçon qui avait dansé quand personne n'osait bouger. Quant à Arthur Lemay, il avait changé. Pas en apparence, son costume restait taillé sur mesure, son empire continuait de tourner, mais à l'intérieur, quelque chose s'était inversé. Il n'était plus le centre, il était devenu le soutien. « Je croyais que le pouvoir, c'était de tout contrôler », confia-t-il un jour à Sarah. « Et maintenant ?» Il la regarda avec douceur. « Maintenant, je sais que le vrai pouvoir, c'est de savoir quand il est temps de se retirer et laisser la place à ceux qui ont quelque chose à montrer au monde. » Dans un documentaire diffusé lors d'un grand gala humanitaire, une séquence montrait Gabriel, dans une salle remplie d'enfants,
déclarant avec aplomb « On m'avait dit que je ne pourrais plus jamais marcher comme avant, mais on ne m'avait pas dit que je pourrais danser autrement. » La salle s'est levée. Ovation. Sarah, en coulisses, tenait dans ses mains le vieux carnet qu'elle gardait encore, avec les premières notes du programme, des années de silence, d'échecs, de refus, et ce jour où un enfant avait levé la main, un simple geste qui avait tout déclenché. Ce n'était pas un miracle, c'était une révolution silencieuse, celle que déclenche le respect, celle qu'amplifie le courage. Et si cette histoire t'a ému, inspiré ou tout simplement rappelé que la dignité n'a pas de prix? Alors abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse un like et partage cette vidéo à tous ceux qui pensent qu'il est encore possible de changer le monde. Un pas, un geste, une voix à la fois. Ton soutien donne vie à ces histoires.